Bon, on va commencer par les recommandations habituelles de début de vidéo. Alors oui, il y a un grésillement à chaque début de vidéo et à chaque début de diapositive. Et non, il ne faut pas regarder la vidéo en entier. Elle est simplement là pour rattraper en cas d'absence en cours. Ce qui permet de savoir où en est le reste de la classe et ce qu'on a éventuellement raté. Donc grésillement, normalement. Et on va étudier cette fois-ci un texte qui s'intitule Pasan los pueblos como las nubes. Et l'étape numéro 1, c'est que je vais vous lire le texte, et puis après, vos camarades en classe, eux, ont réagi en français sur la lecture du texte. Donc, je vais faire la même chose ici pour vous qui avez été absents. Je vais vous lire le texte à vitesse relativement normale, et vous pourrez réagir ensuite, mais normalement, je crois que je connais à peu près votre réaction d'avance. Allez, c'est parti, je commence la lecture. Pasan los pueblos como las nubes. Juan Eslava Galán, Guadalquivir, 1990. En la España musulmana del siglo XIV habla el filósofo e historiador Ibn Khaldun. Esta misma tierra que ahora pisamos ha estado, en los tiempos más antiguos, poblada por aquellos romanos tan famosos cuya sólida cultura aún admiramos. Han levantado puentes y edificios para la eternidad y muchos de ellos aún perduran y nos asombran. Pero como dice el libro santo en su Sura 27, ves los montes y crees que son inamovibles, y sin embargo van a pasar como las nubes. Donde han estado los romanos se han asentado los godos, en sus mismas casas, pero al asentarse han perdido la costumbre de guerrear y se han aficionado a la comodidad y al lujo de la vida ciudadana, al vino y a los demás placeres. Han adquirido instrucción. En una palabra, se han civilizado y se han transformado en sedentarios. Entonces nosotros, los árabes, hemos llegado, que hemos sido nómadas, habitantes de tiendas de piel de cabra, y de un solo sablazo hemos conquistado el Guadalquivir y toda la tierra hasta los montes del norte. Nuestros antepasados han fundado su dominación en una sola virtud, el valor militar. Del ejercicio de esa virtud por hombres singulares proceden los actuales linajes que señorean al Andalus. Pero fijaos si hemos evolucionado, que ahora despreciamos esa antigua cualidad sin advertir que es la única que asiste a los bereberes almohades que nos afligen por el sur y a los alfonsos cristianos que nos ahogan por el norte. Donc voilà pour ce qui est de la lecture de ce texte. Et alors, normalement, votre réaction doit être la suivante. J'ai rien compris. C'est normal, c'est une réaction normale. Je vous remercie quand même de m'avoir écouté, avec le même enthousiasme que c'est mignon. Et là, normalement, en classe, j'ai distribué le texte. Et c'est l'étape numéro 2 pour les élèves. Je leur demande de lire en silence le texte et de réagir. Donc j'espère que vous avez récupéré le texte également ou que je vous l'ai envoyé. Donc vous lisez le texte en silence, vous faites pause, vous lisez le texte en silence et vous réagissez. Donc là maintenant vous faites pause. Et maintenant que vous avez terminé la lecture en silence du texte, votre réaction a dû être « Pff, je comprends rien », normalement. Et là encore, c'est une réaction normale. Donc vous avez un problème, vous pouvez dire tengo un problema, c'est que quand on distribue un texte, la plupart des élèves réagissent, comment dire, ils s'avouent battus dès le départ, ils ont l'impression qu'ils n'arriveront pas au bout du texte, que c'est trop difficile, qu'il y a trop d'éléments qui sont incompréhensibles. Alors qu'en fait, personnellement, j'ai tendance à penser que avoir un texte, c'est plutôt bien. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais apporter une solution à votre problème. L'avantage d'un texte sur une image, c'est que le texte contient énormément de vocabulaire que vous allez pouvoir réutiliser. Chose que ne vous donnera jamais une image.
Alors l'image est facile à comprendre, en général, pas toujours, en général elle est assez facile à comprendre, par contre elle ne vous apporte aucun vocabulaire. Le texte lui peut sembler plus difficile à comprendre, mais il va vous apporter du vocabulaire, voire même des idées. Moi je crois que c'est ce que je vais vous démontrer pendant ce cours, pendant cette vidéo, c'est que il faut apprendre à utiliser toutes les ressources qu'il y a dans un texte, et que finalement le texte va vous aider plus que vous ne le pensez. Grésillement, normalement. Donc, ce texte, c'est pour moi synonyme de ressources, d'informations, de vocabulaire. Et ce que vous pouvez comprendre du texte à partir du vocabulaire compréhensible est finalement assez énorme. Vous ne vous en rendez pas compte toujours forcément. Alors là, je vais vous demander de lire le vocabulaire surligné, page 2, parce que normalement je vous ai distribué une photocopie sur une page, mais avec le même texte répété 2 fois, et sur le deuxième texte, j'ai surligné en lettres blanches fond noir tout le vocabulaire qu'un élève de 4e peut comprendre, à mon avis. D'accord? Donc, ne lisez que ce vocabulaire-là, et essayez de deviner de quoi parle le texte. Vous voyez que ça fait pas... Oh, on a moins de la moitié du texte qui est surligné. Je vous laisse faire, vous faites pause, vous lisez tranquillement et on se retrouve après. C'est-à-dire maintenant. Donc là, en classe, en français, on a essayé de faire une mise en commun pour voir ce qui était compréhensible dans ce texte. Et normalement, on a dû se rendre compte avec vos camarades que c'était finalement il y avait pas mal de choses à comprendre. Ah oui, tiens, tant que j'y suis, le fond d'écran, c'est comment ça s'appelle déjà? Le mihrab de la mosquée cathédrale de Cordoue. Ouais, c'est un concept un petit peu étrange, ça, la mosquée cathédrale de Cordoue. Donc ça, c'est une partie de la mosquée musulmane. Je crois que c'est là que se tient l'imam lorsqu'il s'adresse aux fidèles. Alors, vous n'avez que la partie haute de la porte, il y a une porte plus basse qui ne se voit pas, mais vous pouvez voir que c'est richement décoré. Alors maintenant, je vais vous lire une partie du texte, lectura por el profe, où j'ai oublié de mettre l'article ici. Et je crois que je ne le remettrai pas parce que ça là, ça va être caché par une autre image. Ne regardez pas que ça, écoutez-moi. Donc, je vais vous lire le texte. Je vais demander à certains élèves, enfin j'ai demandé à certains élèves en classe de lire les mots surlignés en noir et je leur ai demandé la traduction. Alors j'aurais désigné les volontaires, bien entendu. Alors voilà la partie du texte que nous allons commencer par étudier. Moi je vais vous lire tout le texte et vos camarades en classe, eux, auront dû répéter tout ce qui était surligné en noir. Donc j'aurais interrogé, désigné un élève ici, un autre là, là et là, parce que sinon juste ça fait pas beaucoup, et comme ça pour tous les mots. Allez, je vous lis la totalité du texte. Pasan los pueblos como las nubes. En la España musulmana del siglo XIV habla el filósofo e historiador Ibn Khaldun. Esta misma tierra que ahora pisamos ha estado en los tiempos más antiguos poblada por aquellos romanos tan famosos cuya sólida cultura aún admiramos. Han levantado puentes y edificios para la eternidad, y muchos de ellos aún perduran y nos asombran, pero como dice el libro santo en su sura 27, ves los montes y crees que son inamovibles, y sin embargo van a pasar como las nubes. Normalement, ce mot-là, vous devriez pouvoir comprendre grâce au document précédent. J'aurais pu le surligner. Enfin. Donc voilà. Là, maintenant, j'ai demandé à vos camarades de répéter España musulmana del siglo XIV, habla el filósofo historiador, tierra en los tiempos más antiguos, romanos, famosos, sólida cultura, admiramos, edificios para la eternidad, libro santo,
ves los montes inamovibles van a pasar. Bref, voilà ce sur quoi on va s'appuyer. On ne va essayer de comprendre cette partie du texte qu'à partir du vocabulaire surligné. Vous voyez qu'on laisse tomber une bonne partie du texte et malgré ça, on va arriver à en tirer quelque chose. Enfin, j'espère. Alors, résumé du texte en espagnol à partir du vocabulaire facile. Et c'est paragraphe 1 sur les 3 que nous étudions. Resumen del texto en espagnol a partir del vocabulario fácil. Voilà le premier extrait du texte surligné, España musulmana del siglo XIV, et je vais vous interroger, j'ai interrogé vos camarades en classe là-dessus. Vous allez répéter la question après moi pour vous entraîner à la prononciation et pour, acquérir le vocabulaire petit à petit, par répétition. Donc, où se situe le texte? Donde se sitúa el texto? Vous faites pause et vous répétez. Donc, pour répondre à la question où se situe le texte, la solution se trouve ici, au-dessus. Ensuite, en qué siglo se sitúa veut dire à quel siècle se situe le texte. Enfin, le texte se situe à quel siècle? Vous répétez après moi. En qué siglo se sitúa? Pause et lecture à voix haute. Alors pour vous aider, parce que la lecture des chiffres romains n'est pas toujours très facile, hein, on ne reconnaît pas immédiatement 14, oui, c'est la réponse à la question, 14. Pour vous aider un petit peu, j'ai mis ici un petit tableau avec les chiffres romains. Bon, c'est assez facile jusqu'à 3, 1, 2, 3, 1 bâton, 2 bâtons, 3 bâtons. Après, Yves, ici, ça veut dire 4, parce qu'en fait, le 5 s'écrit comme un V, d'accord? Et tout ce qui est à gauche, on l'enlève à ce qui est à droite. Donc 5 moins 1 égale 4. Par contre, si on rajoute 1 après, à droite du 5, ça fait 6, 7, 8, 9. Ah, le X, c'est 10, moins 1. Et là, 10. Grosso modo, moi je dirais qu'il faudrait surtout connaître jusqu'à 30. Oui, parce que c'est surtout utilisé pour les siècles. Donc pouvoir dire 21e siècle, déjà c'est pas mal. Sinon après vous voyez c'est un système de lettres. L 50, C 100, ça c'est facile de s'en souvenir. D 500, M 1000, et puis après il y a un système de petits traits par-dessus. Mais bon, la réponse c'est 14. Comment s'appelle l'époque? Vous répétez après moi. Comment se llama la época? Pause et lecture à voix haute. On a déjà vu l'Antiquité. Qu'est-ce qui vient après l'Antiquité? Question suivante. Quelle religion existe dans une partie de l'Espagne? Sous-entendu à cette époque-là. Vous répétez après moi. ¿Qué religión existe en una parte de España? Pause et lecture. Je vous rappelle que devant les noms de pays, en général, il n'y a pas d'article. En français, on dit l'Espagne. En espagnol, on dit Espagne. Et je vous ai mis au-dessous une carte qui va apparaître en plus grand juste après que je vais vous détailler. C'est une carte de l'expansion de l'islam, de la religion musulmane. Orange foncé, c'est le point de départ, c'est-à-dire la péninsule arabique, Arabia. Ensuite, en orange un petit peu moins foncé, vous avez une zone où l'islam a gagné après, puis en orange clair, les dernières zones, avec celle qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire la péninsule ibérique. Et vous voyez que la partie musulmane de la péninsule ibérique s'appelle Al-Andalus, qui a donné plus tard Andalousie. Eh oui. Et vous avez les dates ici, donc début 622 et fin des conquêtes, en tout cas sur la carte, 750 après Jésus-Christ, tout ça, bien sûr. La partie qui nous concerne est ici. J'avais oublié que j'avais fait un petit encadré avec Al-Andalus et le nord de l'Afrique, parce que le nord de l'Afrique va nous intéresser dans l'histoire que nous allons raconter. Enfin, qui nous est raconté plus exactement par l'auteur, enfin le narrateur.
Alors attention, hein, la présence musulmane en Espagne, c'est pas des frontières définitives, c'est quelque chose qui a évolué sur à peu près 8 siècles. La carte que vous avez ici représente l'extension maximale des musulmans sur la péninsule ibérique. Là, ici, sur cette première carte, on est en l'an 800. Ici, on est 100 ans plus tôt, vers l'an 700. Là, c'est l'an 800, et vous voyez que petit à petit, la partie musulmane en vert recule. Ici, c'est l'an 1000. Là, on est vers l'an 1130. Là, on est vers 1200. Et il restera ici un tout petit bout qui s'appelle le royaume de Grenade, qui finira par disparaître en 1492. Donc, je récapitule. L'Espagne musulmane commence en l'an 711, en l'an 800, en l'an 1000, en l'an 1130, en l'an 1200, et la présence musulmane disparaît en 1492. C'est très très résumé. C'est quand même plus ou moins une guerre de 800 ans, à peu près. Resumen del texto en español a partir del vocabulario fácil, un párrafo de los tres que estudiamos. Autre fragment du texte, alors là il s'agit de ce qu'en espagnol on appelle la entradilla, c'est-à-dire le chapeau, une petite introduction. España musulmana del siglo XIV, habla el filósofo e historiador Ibn Khaldun. Et je pose une première question, ¿qué es un narrador? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un narrateur? Là, je ne vous demande pas une réponse par rapport au texte, je demande une définition générale. Dans un texte, qu'est-ce que c'est qu'un narrateur? Vous répétez la question après moi. ¿Qué es un narrador? Pause et lecture à voix haute. Alors, faites bien attention, hein, l'auteur du texte espagnol s'appelle Juan Eslava Galán, mais lui, c'est l'auteur du livre. Ça n'est pas le narrateur. Le narrateur étant celui qui raconte l'histoire. On va voir qui c'est. Avec la question suivante. Comment s'appelle le narrateur du texte? Vous répétez après moi la question. ¿Cómo se llama el narrador del texto? Pause et lecture à voix haute. La solution se trouve quelque part sur le bandeau noir qui se trouve en haut. Bon, la réponse se trouve aussi dans la question suivante. Il faut dire les choses. De quel peuple est Ibn Khaldun? Bon, j'ai trouvé un portrait qui me semblait pouvoir convenir à ce Ibn Khaldun, ça me semble pas mal. Et vous répétez après moi la question. De quel pueblo es Ibn Khaldun? Pause et lecture à voix haute. Et je vous demande ensuite une information qui se trouve dans le bandeau noir ici en haut. Quelles sont ses professions? Oui, monsieur avait plusieurs professions, enfin pour autant qu'on puisse appeler ça profession. Vous répétez après moi. ¿Cuáles son sus profesiones? Pause et lecture à voix haute. Bon, j'ai décidé de vous embêter. En même temps, je vous donne des réponses. Je vous demande ici, qu'est-ce que c'est qu'un historien? Vous répétez après moi, ¿qué es un historiador? Pause et lecture à voix haute. Question suivante, pratiquement la même. Qu'est-ce que c'est qu'un philosophe? ¿Qué es un filósofo? Ah, celle-là, elle est peut-être moins facile à répondre. Donc, je répète, ¿qué es un filósofo? Pause et lecture à voix haute. Alors, toujours resumen del texto en espagnol a partir del vocabulario fácil. Et cette fois-ci, on s'intéresse à cette citation. En los tiempos más antiguos. Alors, ici, le U se prononce, hein, faites attention. Première question. Comment s'appelle l'époque antérieure au Moyen-Âge? Vous répéterez après moi. ¿Cómo se llama la época anterior a la Edad Media? Pause et lecture à voix haute. En même temps, c'est pas très difficile puisque ça correspond au document que nous avons étudié déjà auparavant. Ensuite, la question est très longue. Quel peuple a contrôlé la péninsule ibérique dans l'Antiquité? Encore une fois, la réponse à la question antérieure. Je vous le dis, je vous le répète, c'est extrêmement fréquent. Pour poser des questions, on est obligé de donner souvent des réponses
aux questions antérieures. Vous faites attention ici, il y a un U qui se prononce également, vous avez un tréma, c'est très rare en espagnol. Je lis la question et vous répéterez après moi. ¿Qué pueblo ha controlado la península ibérica en la antigüedad? Pause et lecture à voix haute. Pour répondre, ça ne sera pas difficile, puisque vous avez beaucoup de choses ici que vous allez pouvoir réutiliser. Pratiquement, il suffit de remplacer ça par la solution et la suite de la phrase se trouve là. Je ne devrais même pas vous le dire. Et pour vous aider, je vous ai mis une petite carte. Alors j'espère que la plupart d'entre vous avez reconnu cette carte-là et ce qu'elle représente. Au cas où, par prudence, je vous ai mis une petite information. El Imperio Romano, avec les dates 27 antes de Cristo, on connaît ce AC, on l'a déjà vu dans les documents antérieurs, jusqu'à 476 después de Cristo, après Jésus-Christ. Vous avez ici les durées approximatives de l'Empire romain. Ouais. Dans la péninsule ibérique peut-être. Et nous avons une nouvelle citation pour nous aider. Aquellos romanos tan famosos, ceux qui font l'anglais reconnaîtront facilement ce mot-là, solida cultura, admiramos puentes y edificios para la eternidad. Et la question est la suivante. Que pense-t-il des Romains? C'est-à-dire Ibn Khaldoun, le narrateur, que pense-t-il des Romains? Vous voyez que le verbe penser de, avoir une opinion, est basé sur le mot opinion. Vous répétez après moi. Que opina de los romanos? Pause et lecture à voix haute. Et dernière question de la diapositive. Pourquoi a-t-il cette opinion positive? Alors, j'attire votre attention sur aquelia, ça veut dire cette, mais dans ce cas-là, ça rajoute, comment dire, du respect, de l'emphase au mot opinion. Vous répétez après moi. ¿Por qué tiene aquella opinión positiva? Pause et lecture à voix haute. Et la réponse se trouve ici. Il y a plein d'adjectifs, de verbes, de noms communs que vous allez pouvoir réutiliser. Ah, il y a du changement. 2 sur 3, on passe au deuxième paragraphe. Resumen del texto en español a partir del vocabulario fácil. Párrafo número 2 de los 3 que estudiamos. Oui, c'est le même système. Je vais lire le paragraphe. J'ai demandé à vos camarades en classe de prononcer les mots surlignés en noir et de me les traduire. Arrêtez de regarder l'image qui bouge. Non, faites preuve de volonté. Allez, je l'enlève. Hop, voilà. Elle y est toujours, mais dessous, ça se voit pas. Donc je vous lis le texte, vous suivez en même temps. J'espère que vous avez un écran assez grand. Hop, là. Donde han estado los romanos, se han asentado los godos, en sus mismas casas. Pero al asentarse han perdido la costumbre de guerrear y se han aficionado a la comodidad y al lujo de la vida ciudadana. Al vino y a los demás placeres han adquirido instrucción, en una palabra se han civilizado y se han transformado en sedentarios. Donc voilà pour la lecture du texte. Libre à vous de répéter les mots qui sont sur fond noir. Je vais le faire avec vous. Je vais laisser un petit espace après le mot, que vous ayez le temps de le prononcer, juste après moi. Los romanos. Casas. Alors attention, on ne zozote pas ici. Guerrear. La vida ciudadana. Vino. Instrucción. Una palabra. Se han civilizado. Se han transformado en sedentarios. J'espère vous avoir laissé suffisamment de temps. J'ai l'impression qu'au début, non. Mais bon, on n'est pas toujours parfait. Alors, voilà la citation sur laquelle nous allons travailler.
donde han estado los romanos, se han asentado los godos. Alors peut-être que ce se han asentado ne vous dit rien, on pourrait dire se han instalado. Bon. Et je vous demande, en vous apportant la solution en image, cette partie-là de l'image, celle-là, non, ça ne me concerne pas. Quel peuple a remplacé les Romains? Ça me semble assez clair. Alors, il y a deux façons de désigner ce peuple-là. On peut faire la version courte, Godos, la version longue, Visigodos. Vous relisez après moi. ¿Qué pueblo ha reemplazado a los romanos? Pause et lecture à voix haute avant de répondre. Deuxième citation, pas longue. Guerrear, c'est un verbe construit sur un mot que vous pouvez parfaitement comprendre. Et je vous demande, comment se sont installés les Goths? En français, ça s'écrit G-O-T-H-S si c'est au pluriel. Un Goth ici, un Romain là. Et puis quand on regarde un certain nombre de choses, on comprend comment a dû se passer l'installation. Avec délicatesse et raffinement, bien sûr. Je ne sais plus si je vous ai demandé de lire, on va recommencer au cas où. ¿Cómo se han instalado los godos? Pause et lecture. À voix haute. Oh, pauvre Romain. Troisième citation et troisième question. La vida ciudadana. Oui, alors je sais que ça a l'air de travers, hein, pas au milieu, mais c'est fait exprès. Vous allez voir pourquoi. Je vous demande les Goths, G-O-T-H-S, les Goths, où se sont-ils installés? Vous répétez après moi. Los godos, donde se han instalado? Pause et lecture à voix haute. Et je pense qu'on peut deviner la solution facilement. Alors ça veut dire citoyenne, ça veut dire en ville. Mais vous connaissez le mot ville normalement. Ah, vous comprenez pourquoi c'était décalé? Oui, je sais, il y a un espace noir, là c'est fait pour, parce que je vais rajouter quelque chose aussi. Alors, je vous demande ici, en quoi se sont-ils transformés? Oui, les Goths, les Visigoths, en quoi se sont-ils transformés? En qué se han transformado? Vous faites pause et vous répétez à voix haute. Et vous répondez bien entendu. Question suivante, complétée ici par ces quelques mots et par cette image d'époque. Enfin, bon, qui représente l'époque, c'est pas une image d'époque. Que s'est-il passé avec les Goths ou les Visigoths dans les villes? Alors attention, hein, le mot ville, ici c'est un pluriel, j'ai rajouté ES. Le mot pluriel lui-même s'arrête au deuxième D, ici, ciudad. Vous répétez après moi, ¿Qué ha pasado con los godos en las ciudades? Pause, vous répétez à voix haute et vous répondez. Diapositive et grésillement suivant. Ah, encore du changement. On est en train d'arriver au bout, c'est le paragraphe 3. Párrafo 3 de 3 párrafos. Oui, bon ben là vous connaissez, on ne regarde pas ici, on essaie de détacher son regard. Et le paragraphe suivant. Ah, beaucoup plus long le paragraphe suivant. Allez, je vous le lis et vous suivez en même temps. Entonces nosotros, los árabes, hemos llegado, que hemos sido nómadas, habitantes de tiendas de piel de cabra, y de un solo sablazo hemos conquistado el Guadalquivir y toda la tierra hasta los montes del norte. Tiens, j'aurais pu le surligner en noir ça. Nuestros antepasados han fundado su dominación en una sola virtud, el valor militar. Del ejercicio de esa virtud, por hombres singulares, proceden los actuales linajes que señorean al Andalus. Pero fijaos si hemos evolucionado, que ahora despreciamos esta antigua cualidad sin advertir que es la única que asiste a los bereberes almohades que nos afligen por el sur y a los alfonsos cristianos que nos ahogan por el norte. Alors, ce mot-là, là, ici, alors il y a deux façons de le prononcer, deux façons d'écrire, un avec l'accent écrit et l'autre sans accent écrit. Donc voilà pour ce texte-là.
Alors, je vous laisse lire à voix haute le vocabulaire qui est sur fond noir et on passe à la suite. Alors, la partie du texte que nous allons étudier, nosotros los árabes. Et je vous pose une première question. Quel peuple a remplacé les Goths ou les Visigoths? Vous lisez après moi. ¿Qué pueblo ha reemplazado a los godos? Pause et lecture à voix haute. J'ai rajouté un mot ici, j'espère que vous l'avez constaté, et je vous pose la question suivante. Qu'ont-ils été au début? Vous répétez après moi. ¿Qué han sido al principio? Pause et lecture. Je pense que maintenant vous pouvez répondre. Et je vous donne l'extrait suivant avec une petite image explicative. Avec los godos ici en haut et là, los árabes ici en bas. Vous lisez tranquillement ce petit texte-là et vous pouvez répondre à la question grâce à quoi se sont-ils installés? Bon, là encore, grâce à beaucoup de délicatesse, de finesse et, comment dire, d'amour. Ouais, ça s'est bien passé. Vous répétez après moi. Gracias a que se han instalado. Grâce à quoi se sont-ils installés? Pause et lecture à voix haute. Alors là, même si vous ne comprenez pas ce verbe-là, j'ai probablement donné une explication en classe. Le mot seigneur, ça veut dire seigneur, ça veut dire monsieur, et ça veut dire seigneur. C'est aussi celui qui domine. Donc ça, c'est un verbe qui veut dire en réalité dominer. Et vous avez ce Al-Andalus, et je vous demande comment s'appelle le territoire contrôlé par les musulmans. Vous répétez après moi la question, vous prenez le temps de le faire, voire même vous y reprenez à plusieurs fois. ¿Cómo se llama el territorio controlado por los musulmanes? Vous faites pause, lecture à voix haute. Et bon, entre la carte qui se trouve là et le bandeau noir qui se trouve là, normalement vous devez trouver assez facilement. Et oui, c'est ce qui a fini par donner le nom de la province qui se trouve dans le sud de l'Espagne, l'Andalousie, qui est l'endroit qui restait sous domination musulmane pendant le plus longtemps. Voici de nouveau une carte de l'expansion de l'islam, peut-être un petit peu plus précise par certains points. Point de départ, ici, là, autour d'une ville qui s'appelle la Mecque, et Médine, ce sont les deux villes importantes, puis une expansion militaire, ce qui est en vert clair, et puis en vert anis, ici, avec Al-Andalus là. Ensuite, donc la citation du texte sur fond noir, et je vous demande, les Arabes, par qui sont-ils attaqués au nord? Los árabes, ¿por quién son atacados en el norte? Vous faites pause et vous me lisez ça à voix haute. Et pour répondre, vous aurez peut-être besoin de cette carte-là, mais vous n'en avez pas forcément besoin puisque la réponse se trouve là. Mais grosso modo, ça correspond à ce qui est en violet ici et en vert là, et cette partie-là en rose ici. Alors pas tout, juste ce qui correspond à peu près à la Catalogne actuelle. Ensuite, je rajoute quelque chose ici, bereberes, petite flèche verte venant du sud, attention à l'orthographe, S-U-R. Les Arabes, par qui sont-ils attaqués au sud? Los árabes, ¿por quién son atacados en el sur? Vous faites pause, la lecture à voix haute, et maintenant vous pouvez répondre. Alors pour vous aider un petit peu, j'ai rajouté une carte ici. Donc Al-Andalus, c'est la région qui se trouve ici en vert. En marron, en orange, en mauve, vous avez ici les chrétiens qui, au nord, ont mené une reconquête du territoire pendant à peu près 800 ans. Et au sud, vous avez des berbères qui ont également attaqué cette partie-là de l'Espagne, qui était sous domination musulmane, et qui s'appelait Al-Andalus.
Alors, comme vous pouvez le voir, vous avez du vert ici et du vert là, parce que tous ces territoires-là, en vert, étaient musulmans. Alors, les Berbères, je vous pose la question, et je vous mets une carte, d'où viennent les Berbères? Vous répétez après moi, de donde vienen los bereberes? Pause et lecture à voix haute. Pour la réponse, vous avez ici donc une partie de l'Afrique avec l'extension actuelle des Berbères. Donc ici, ça doit correspondre, je crois, aux Touaregs, si je ne dis pas de bêtises. Et vous en avez également ici, actuellement, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, et ça va jusqu'en Libye, voire même en Égypte. Donc c'est un peuple qui, encore de nos jours, est très répandu en Afrique du Nord. Et je vous demande, quelle est leur religion? ¿Cuál es su religión? Et vous répétez après avoir fait pause. Voilà, je pense que vous avez tous les éléments pour répondre et vous voyez ce qui a été fait en classe avec vos camarades. Alors on va récapituler un petit peu tout ça. Vamos a recapitular. Il est probable que je l'ai fait en espagnol pendant le cours. Nous retrouvons notre Ibn Khaldoun, qui est notre narrateur. Ensuite, vous avez ici une frise chronologique qui reprend un petit peu toutes les civilisations que nous avons étudiées depuis le début de l'année. Alors, vous avez plusieurs périodes, hein. Paléolítico, paléolithique, néolítico, néolithique, Edad de los metales, l'âge du fer, Edad antigua, que moi j'appellerais plutôt antigüedad, hein, antiquité, Edad media, Moyen-Âge, Edad moderna, âge moderne, ou temps moderne, Edad contemporanea, l'époque contemporaine, avec un certain nombre de dates ici, particulières. Ah non, là il n'y a plus de dates, mais ici, là, vous avez 3 dates importantes. Et nous, ce que nous avons vu concerne ces 3 périodes, l'âge de fer, de bronze aussi, pardon, oui, c'est l'âge des métaux, l'Antiquité et le Moyen-Âge, ici tout à fait à droite. Si on détaille un petit peu plus, nous avons étudié les Celtibères, los Celtíberos, avec la flèche qui indique qu'on est à l'âge du bronze et du fer. Ensuite, nous avons vu les Romains pendant l'Antiquité, puis les Visigoths. Alors, on les a vus à travers le texte sur les musulmans. Et vous voyez ici en rose le territoire occupé par les Visigoths. Bon, ils ont étendu, c'est pareil, ça a été des frontières un petit peu variables, mais grosso modo, c'est ça. Et nous sommes en train de terminer avec les musulmans, ici en vert, Al-Andalus. Et vous voyez que l'Espagne, le Portugal, n'existent pas encore à l'époque. Ces 2 pays n'existent pas à l'époque. Les pays qui existent à l'époque, c'est Al-Andalus, en vert, territoire musulman. Ensuite, tout ce qui est au nord, ce sont des territoires chrétiens. Vous avez les comtés catalans. Ensuite, là, vous avez le royaume d'Aragon qui est naissant là, le royaume de Navarre, le royaume de Castille qui va finir par donner l'Espagne, et le royaume de Léon, ici, qui se divisera. Une partie deviendra le Portugal et une autre partie se rattachera à la Castille. Donc voilà un petit peu pour ce résumé de l'histoire espagnole jusqu'à présent. Et si je ne me trompe pas, oui, vous avez ici une carte qui vous montre un petit peu l'évolution du territoire musulman et des conquêtes, des différentes conquêtes. Alors c'est intéressant d'étudier les musulmans en Espagne parce que ça permet d'obtenir des images comme celle-là. C'est une image qui est assez extraordinaire. On est dans le sud de l'Espagne, en Andalousie. Vous voyez le lien qui est avec le nom Al-Andalus, qui correspond à la partie musulmane de l'Espagne. Dans cette Andalousie, dans la ville de Cordoba, vous avez un monument absolument extraordinaire qui sert en partie, enfin il y en a une partie qui sert de fond d'écran. Le fameux mirable là, qui se trouve ici au fond, se trouve ici à l'intérieur de ce bâtiment. Enfin, quand je dis ce bâtiment, en fait, il y en a plusieurs, l'un dans l'autre, c'est le cas de le dire. Vous avez ici une mosquée musulmane
qui fut l'une des plus grandes du monde musulman. Vous savez que dans une mosquée, il y a un minaret qui se trouve ici, et donc ça a appartenu à un royaume musulman. Sauf que quand les chrétiens sont arrivés, qu'ils ont vu la beauté du bâtiment et les dimensions du bâtiment, ils ont décidé de ne pas le détruire, de le garder, parce que c'était vraiment trop beau. Par contre, ils ont déguisé le minaret en clocher, c'est-à-dire qu'ils ont rajouté une petite hauteur avec des cloches, et un peu plus tard, ils ont décidé de planter en plein milieu une cathédrale. Donc c'est pour ça que vous avez ici sous les yeux la mosquée cathédrale de Cordoue, puisque vous avez à la fois une mosquée ici et une cathédrale plantée au milieu. Ce qui vous montre bien un petit peu ce qu'est la culture espagnole. La culture espagnole, c'est issu d'un mélange de plusieurs civilisations. Civilisation des Celtibères, la civilisation romaine, la civilisation musulmane, la civilisation chrétienne. C'est un mélange de tout ça. Et vous pouvez donc avoir des choses qui peuvent sembler un petit peu étranges. Là, vous avez un autre point de vue de cette mosquée avec la superbe cour des orangers, qui est vraiment très très belle, très, très agréable. La partie carrée ici, c'est la partie musulmane, la mosquée, et vous avez un autre point de vue sur la cathédrale. Et c'est pareil quand vous êtes à l'intérieur. Bon, j'ai peut-être montré des images quand j'étais en classe. Quand vous êtes à l'intérieur, il y a toute une partie où vous vous promenez dans une mosquée musulmane, avec des arcs en fer à cheval, une décoration typiquement musulmane, et tout d'un coup, paf, vous passez dans une cathédrale tout à fait classique. C'est très 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 curieux. Alors, maintenant, dans le texte, il y avait du vocabulaire que vous allez pouvoir récupérer pour le réutiliser. Là, vous avez uniquement l'espagnol, et là, foncé, vous avez le français. Alors, pour le premier mot, España, simplement, je vous ai précisé que c'était sans article. Vous voyez la différence entre le français qui dit le 14e siècle, l'espagnol dit le siècle XIV, el siglo XIV. Parler qui se dit hablar est indispensable à connaître. La conjonction de coordination Y que vous connaissez, qui signifie et, ET en français, devient et si le mot qui suit commence par le son I, c'est-à-dire I, HI ou Y. Et donc on transforme le Y en E simplement pour pouvoir l'entendre. Il faut absolument connaître ahora qui signifie maintenant, aún qui signifie encore, toujours, pero qui signifie mais, oui, non, avec un double R c'est le chien, avec un R simple ça veut dire mais. Ça, vous pouvez très bien le réutiliser dans vos textes quand vous vous adressez à moi, en una palabra, en un mot, ce qui pourrait être un synonyme de pour résumer. Entonces, alors, sin embargo, néanmoins, cependant, pour marquer une opposition, llegar, arriver, faites attention, c'est un double L. Et ensuite, todo, todos, toda, todas, qui veut dire tout, tous, toutes, singulier et pluriel. Et hasta, que vous connaissez dans hasta luego, hasta pronto, qui signifie jusqu'à. Donc là, encore une fois, du vocabulaire important à connaître. Oui, il est probable que j'ai demandé un travail écrit à vos camarades en classe. Notez. Ouais, une évaluation. C'est méchant. Alors voilà un petit peu différentes images qui vous résument l'histoire de l'Espagne au Moyen-Âge, une histoire très très riche, qui ressemble à l'histoire de France par certains côtés, mais à laquelle se rajoute ce côté musulman que nous ne connaissons pas dans l'histoire française. Vous avez ici des pièces visigothiques, là une représentation de l'époque d'un soldat wisigoth avec une cotte de maille, un bouclier rond, une épée, un casque, une lance. Une église visigothique extrêmement simple, c'était vraiment des bâtiments peu élaborés. Ils étaient bien meilleurs en orfèvrerie, là vous avez une couronne en or. Là vous avez un chapiteau d'une colonne visigothique. Et là,
vous avez un exemple de sculpture de bas-relief wisigoth, toujours la cotte de maille, l'épée, le casque avec la protection nasale et le cheval, avec le bouclier ici typique aussi d'un cavalier. Quand les musulmans sont arrivés, ils vont apporter des tas de choses, mis à part la guerre. Ils vont apporter une architecture hors norme, comme par exemple ici l'intérieur de la mosquée de Cordoue dont je vous parlais tout à l'heure. Ils vont apporter aussi dans l'ordre de l'architecture des choses comme de magnifiques portes en bois, ce qu'on appelle des azulejos, c'est-à-dire des décorations en faïence, pour laquelle ils vont être très forts. Ils vont être très forts également dans l'élaboration de jardins et de fontaines. Ici, vous avez l'Alhambra de Grenade, vous avez 2 cours qui servaient à recevoir des rois étrangers ou des nobles. Vous avez là la cathédrale de Séville avec la Giralda, qui est actuellement un clocher, mais qui à l'origine était un minaret, et qui a été pendant très longtemps le plus haut monument, la plus haute tour d'Europe. Les Arabes, les musulmans ont apporté également des notions d'hygiène très développées. Il y avait des bains dans toutes les villes. Et vous avez bien sûr l'apport de la culture, de la littérature arabe et musulmane, avec cet exemple de bas-relief et d'écriture musulmane. Tout ça très très résumé, c'est plus pour donner une idée que pour apporter des informations que vous pourriez garder. Et voilà, on est arrivé au bout. Incroyable.